Nous vous souhaitons la bienvenue à tout le monde au webinaire d'aujourd'hui, rassembler, dialoguer et collaborer au sein de transitions socio-écologiques, les cas des collectivités zen. Je m'appelle Jorge Garza, je suis gestionnaire de ville dans l'équipe de Communauté pour la transition climatique chez l'Institut Tamarack. Avant de commencer, j'aimerais souligner que nous nous réunissons aujourd'hui en territoire autochtone, lequel n'a jamais été cédé. C'est dans le respect des liens avec le passé, le présent et l'avenir que nous reconnaissons les relations continues avec les peuples autochtones, leur contribution et leur importance historique, afin d'affirmer notre engagement collectif à concrétiser la promesse et les défis de la vérité et de la réconciliation de nos communautés. Je vous appelle de Tiohtià:ke, le territoire traditionnel non cédé du peuple Kanien'kehá:ka, Mohawk, aujourd'hui connu sous le nom de Montréal. On va maintenant vous présenter notre super panel d'invités. Nous avons Carole Dupuis, membre du conseil d'administration Front commun pour la transition énergétique, Pierre-Luc Baril, chargé de projet, Chantier Laval-Saint, Front commun pour la transition énergétique, et Anouk Nadeau-Farley, coordination et liaison, Grand dialogue régional pour la transition socio-écologique de Saguenay-Lac-Saint-Jean. Merci beaucoup d'être ici avec nous aujourd'hui. Bien sûr, vous avez des belles biographies. Vos biographies sont complètes, sont disponibles sur la page de notre événement. On va partager les liens vers les biographies sous peu. Et bienvenue à vous trois. Merci de vous joindre à nous pour le webinaire sur collectivité zen. Avant de commencer, j'aimerais partager quelques réflexions. Aujourd'hui, nous explorons l'incroyable travail que les communautés québécoises font pour développer une vision transformatrice des schémas de transition socio-écologique dans des contextes complexes. Lancé par les Fronts communs pour la transition écologique en 2021, le projet Collectivité Zen est un exemple de la capacité des communautés à développer une vision audacieuse de transition pour les générations actuelles et à venir. En favorisant le dialogue social, l'action collective et le partage de connaissances, Collectivité Zen contribue à la transformation de la société québécoise vers des communautés carboneutres, justes et équitables. Aujourd'hui, on aura notre discussion dans deux parties. Dans notre première partie, on va commencer à poser des questions préliminaires sur le déroulement de ce travail. Et dans notre deuxième partie, on va poser des questions un peu plus spécifiques pour chacun de nos intervenantes. Après notre discussion, on aura le temps pour une séance de questions-réponses, dont un rappel encore une fois, n'hésitez pas à partager vos questions ou vos commentaires dans la boîte de questions-réponses. Et on va finir notre discussion avec une clôture et des petits rappels. Carole, on a la première question dans notre première moitié de notre conversation pour toi. La question est liée aux stratégies de collectivité saine. Selon ton expérience dans le cadre du Front commun pour la transition énergétique, quelle stratégie distingue les projets Collectivité Zen d'autres projets de transition au Québec et quel est le rôle du Front commun dans le cadre des collectivités zen? Bonjour, merci beaucoup, Jorge. Merci à l'Institut Tamarack de nous avoir invités et merci à vous toutes et tous qui êtes avec nous aujourd'hui. D'abord, pour vous situer, je vais vous parler un tout petit peu de l'organisation qui est derrière le projet Québec Zen et Collectivité Zen. Le Front commun pour la transition énergétique, c'est une coalition d'environ 90 membres qui appartiennent à 5 mouvements de la société civile, le mouvement environnemental, le mouvement citoyen écologiste, mais aussi le mouvement syndical communautaire étudiant. Donc, plusieurs de nos membres sont eux-mêmes des regroupements ou même des regroupements de regroupements. Au total, tout ce beau monde représente 1,8 millions de personnes au Québec. Donc, le Front commun, c'est très gros, c'est disparate, c'est très jeune aussi. C'est une coalition qui est encore en train de se définir. Mais ce qui nous unit, clairement, c'est notre volonté commune de contribuer à l'élaboration et à la mise en œuvre d'une transition socio-écologique porteuse de justice sociale.
Le projet Collectivité Zen, ben Zen, c'est zéro émission nette, c'est pas de la philosophie. En capsule, c'est un projet qui vise à réunir les acteurs de tous les secteurs présents sur des territoires spécifiques, un peu partout au Québec, pour qu'ils travaillent ensemble à la mise en place de chantiers territoriaux de transition socio-écologique. Les territoires peuvent être petits, ça peut être un quartier, un village, ou ça peut être des grands territoires, une ville, une MRC, deux MRC, ou même une région administrative au complet. Ce sont les porteurs de chantier eux-mêmes qui déterminent quel territoire a du sens pour eux. Donc, ce n'est pas imposé. 4 chantiers de collectivité zen sont en marche depuis le 12 mai dernier à Laval, Québec, la Chine et au Saguenay-Lac-Saint-Jean. 4 autres vont être lancés l'automne prochain et ainsi de suite pour les années à venir. Donc, j'entre dans le vif du sujet. Quelles sont les stratégies qui sous-tendent Collectivité Zen? Tout d'abord, il faut dire que le projet Collectivité Zen mise sur le dialogue social. Dans le monde de la lutte au réchauffement climatique, on trouve généralement 2 approches dominantes. Une approche de représentation ou de revendication auprès des décideurs publics et privés. C'est les pétitions, c'est les lettres, c'est les lettres aux journaux, c'est tout ça. Puis ça va des fois jusqu'à l'action directe, par exemple. Il y a eu des étudiants qui ont occupé le hall d'honneur de l'Université de Montréal la semaine dernière pour que l'université désinvestisse. C'est de la représentation des revendications. À l'autre extrême, je pourrais dire, il y a les initiatives de transition. Il y en a vraiment partout, beaucoup. Des jardins collectifs, des éco-villages, des commerces zéro déchet, des repair cafés, des bâtiments zéro déchet, toutes ces initiatives-là. Ces approches que je viens de nommer sont plus que pertinentes, elles sont nécessaires. C'est vraiment indispensable pour la transition. Mais Collectivité Zen, et c'est pour ça que je vais parler un peu du Front commun, parce que ça va avec la nature du Front commun. On explore une 3e voie avec Collectivité Zen, c'est celle des démarches concertées et structurées de transition à l'échelle des collectivités. C'est un projet qui fusionne en quelque sorte les pratiques des spécialistes de la lutte au réchauffement climatique, donc les membres du Front commun, et celles des spécialistes en développement collectif. Ce n'est vraiment pas le seul projet territorial de transition, mais c'est le seul, à notre connaissance, qui a l'ambition de rejoindre le Québec au complet, une collectivité à la fois, afin de miser à la fois sur la prise en main locale de la transition, mais aussi sur l'immense bassin de ressources qui sont prêtes à se mobiliser pour la transition à l'échelle nationale. C'était le premier. Deuxièmement, Collectivité Zen ne vise pas seulement des baisses de gaz à effet de serre dans un secteur ou dans un autre, mais plutôt des transformations systémiques qui incluent toutes les dimensions. Les dimensions techniques ont leur place, oui, mais aussi économiques et sociales. Notre but, le but du projet, c'est d'atteindre la carboneutralité complète. Pas des petits pas, là, on n'est vraiment pas dans les petits pas. La carboneutralité complète des territoires participants, et de le faire de manière structurée, mais aussi de manière inclusive, en laissant personne derrière. Donc, la justice sociale, la démocratie participative sont au cœur de la vision de Collectivité Zen. Et troisièmement, Collectivité Zen, puis ça c'est vraiment majeur aussi, c'est un projet qui est porté par les acteurs du milieu, de chacun de ces milieux-là. Donc, l'approche est bottom-up, c'est vraiment pas une approche top-down, c'est une appropriation de la transition par la société civile fondée sur un principe d'engagement distribué. Alors, le rôle du Front commun dans tout ça, ce n'est pas de fournir une recette. Il n'y a pas de recette, on ne veut pas élaborer une recette. Chaque collectivité a sa dynamique, chaque chantier de transition a sa personnalité. Au Front commun, on est persuadé que le changement va pouvoir se faire si les acteurs de chaque territoire et leurs alliés locaux et nationaux s'unissent pour co-construire la collectivité qui va répondre aux aspirations de la collectivité elle-même à sa manière. Donc, le rôle du Front commun, c'est de soutenir l'émergence de ces démarches, de les accompagner, de les outiller dans la mesure du possible, mais surtout d'être en quelque sorte un agent de maillage entre les organisations et les personnes qui veulent être partie prenante de cette grande aventure de l'action climatique sur le terrain. Excellent. Merci beaucoup, Carole. C'est une belle synthèse
tout votre travail que vous faites dans différentes échelles. Je pense beaucoup à ton commentaire sur la reconnaissance des dynamiques et des défis et des récits uniques de chaque communauté, chaque territoire. Et c'est pour ça qu'on a aujourd'hui Pierre-Luc et Anouk pour nous raconter un peu leur expérience dans votre propre chemin. Surtout, c'est intéressant pour notre communauté de vous écouter aujourd'hui parce que vous venez de faire votre semaine d'action. Donc, ça reste frais les idées, ça reste frais les engagements avec les communautés. Donc, maintenant, merci beaucoup, Carole. Et maintenant, on va passer à notre deuxième question. Ça, c'est pour toi, Anouk. Et je vais lire quelque chose que j'ai ici. Ensuite, je vais partager quelques belles diapositives que tu as préparées pour notre communauté aujourd'hui. Donc, le mouvement de grand dialogue régional pour la transition socio-écologique du Saguenay-Lac-Saint-Jean est ancré dans son engagement à réaliser un changement d'échelle de la transition pour transformer les systèmes politiques, alimentaires, de mobilité économique, culturelle et territoriaux. Pourrais-tu nous parler davantage de votre vision pour activer la mobilisation citoyenne dans votre communauté ainsi que de vos activités prévues vers l'avenir? Oui, merci. Oui, ben, en fait, au Saguenay-Lac-Saint-Jean, qui est en territoire du Nitassinan-Innu, le slogan sur lequel on s'est appuyé, en fait, je m'excuse, là, j'essaie de... J'ai un petit problème technique. Ça sera pas long. Oui, on a beaucoup d'écrans, tout le monde. Parce que là, j'arrive pas... Ah, voilà. Ça sera pas long. Désolée. Pas de souci. Donc, le slogan sur lequel on s'est appuyé pour lancer notre mouvement, c'est « On le sait », comme vous voyez à l'écran, « On le sait, on a tout, on le fait ». En fait, ce qu'on sait, c'est que, par exemple, il y a des changements climatiques qui ont déjà des impacts sur plusieurs communautés et que la situation, si on ne fait rien, va s'empirer. On sait qu'il y a le fossé des inégalités sociales qui actuellement s'agrandit. On sait aussi, par exemple, que la pandémie a des impacts, notamment sur le tissu social et la santé mentale de plusieurs personnes. Donc, face à tous ces enjeux-là et aux défis du 21e siècle auxquels on est confronté, on s'est dit qu'on a tout dans la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean pour y faire face, pour se donner la mission d'accélérer la mise en œuvre de la co-construction d'une feuille de route, soit d'un plan d'action de transition sociale et écologique de la région. Il existe en fait déjà plusieurs initiatives qui grandissent. Il y a des solutions qui gagneraient à être connues ici. Il y a des centaines d'organisations qui travaillent déjà à une forme de transformation sociale, puis qui devraient se connaître davantage entre elles pour travailler ensemble, pour qu'on effectue un changement d'échelle qui est nécessaire pour se diriger collectivement et concrètement vers une société qui respecte à la fois les besoins humains, mais aussi les limites écologiques offertes par notre environnement. Donc, de toute façon, on s'est dit, ben on le fait, on a tout, donc on le fait, se mettre en marche vers cette transition sociale écologique-là de notre région. Ici, on le fait en mettant au centre le dialogue, donc en valorisant la parole de chaque personne, en ayant pour objectif de faire participer le plus grand nombre de personnes possible afin de construire une vision qui serait commune pour les 10 prochaines années dans la région. Et pour ça, ça passe par la participation citoyenne réelle qui est au cœur de notre démarche, puis qui se veut démocratique. Donc, comment on fait ça de passer d'une vision commune qui est rassembleuse à une feuille de route concrète? Donc, on peut mettre la deuxième diapositive. Donc, d'abord, suite au lancement de notre mouvement qui a été lancé le 1er octobre 2020, on a mis en place notre structure de fonctionnement et de mobilisation. Donc, c'est ce que vous voyez à l'écran. C'est un modèle qui se veut décentralisé où tout le monde peut contribuer à ce qu'on appelle nos cercles de travail thématiques. Donc, vous les voyez là au centre, là, autour d'en fait ce qu'on appelle le cercle des cercles.
Le Cercle des cercles, c'est quoi? C'est le lieu où, une fois par mois, des personnes qui représentent les différents cercles de travail vont se retrouver pour échanger sur leurs avancées, leurs défis, leurs besoins, puis pour assurer une cohérence, en fait, du mouvement et de l'avancement de nos travaux collectifs. Suite à ça, vous avez ce qu'on appelait nos branches de travail. Donc, c'est des groupes de travail par secteur. Donc, vous en avez différents exemples. Actuellement, on a surtout active la branche jeunesse. Donc, c'est des animations qui vont avoir lieu auprès des jeunes parce qu'on veut entendre toutes les personnes, donc les jeunes aussi. Donc, dans les écoles, dans différentes activités parascolaires, dans des camps de jour, par exemple, pour rejoindre les jeunes et connaître leurs rêves pour l'avenir. Puis, on a aussi la branche politique est assez active, qui vise à réfléchir des actions en vue d'avoir une instance gouvernementale qui serait réellement démocratique dans la région. Donc, on s'est basé sur un modèle de mobilisation, si on peut voir à la diapositive suivante, qui s'inspire de la courbe de Rogers, qui est un modèle qui démontre de la diffusion de l'innovation et comment les gens peuvent y adhérer, par exemple, lors de la mise en marché d'un nouveau produit. Donc là, c'est vraiment l'inspiration, c'est pas du tout l'objectif, mais c'est pour pouvoir expliquer notre mobilisation. Donc, on voit qu'il y a les personnes novatrices, donc les personnes qui ont l'idée. Ensuite, on a les premiers adoptants qui vont adhérer tout de suite à l'idée dans l'exemple de Rogers, à acheter un produit, par exemple, sans trop y réfléchir. Il va y avoir la majorité précoce qui va attendre les premiers échos, qui vont dire « Ah oui, c'est bien, j'embarque », puis une autre majorité qui va prendre un peu plus de temps avant d'y adhérer. Puis, ben, il y a ce qu'on appelle la garde qui, ben, on les oublie, on ne déploie pas d'efforts, d'énergie à essayer de les rejoindre parce qu'ils ne vont pas embarquer dans le mouvement. Si on peut revenir, Jorge, à la précédente avec les cercles. Donc, nous, pour illustrer ce modèle-là de mobilisation, on a utilisé la métaphore de la forêt que vous voyez au bas du visuel et donc qui suit aussi notre structure de fonctionnement. Donc, au début, on a eu l'idée, on a eu la germination, donc la graine qui a été semée pour faire pousser l'idée du mouvement. Ensuite, qui est suivi par les personnes qui se sont impliquées dans notre cotylédon, donc la petite pousse qui a commencé à grandir, donc qui s'impliquent dans nos cercles de travail, nos branches de travail également, mais aussi les personnes qui nous suivent de très près parce que peut-être sont déjà trop engagées dans leurs différentes implications de transition. Donc, c'est vraiment le noyau, là, la base là, qui a tout de suite embarqué, pour qui c'était une évidence d'embarquer. Ensuite, ben, ils vont s'étendre les ramures, donc dans tous les différents secteurs d'activité, les différentes sphères de la société, en fait. Donc, on va passer par différentes organisations, notamment pour aller rejoindre la diversité de la population, donc qui est illustrée par le feuillage. Donc, on cherche vraiment à aller rejoindre le plus de personnes possible dans le but final de transformer notre panorama régional, de transformer la forêt qui existe déjà, mais de laquelle on veut qu'elle prenne part à une transition sociale et écologique. Donc, pour arriver à faire ça, depuis 1 an, on crée des espaces de discussion et de réflexion autour de la vision de notre territoire, autour des rêves des gens que les gens ont pour notre région, pour identifier nos défis, nos forces, nos aspirations, en écoutant les personnes qui habitent le territoire. Donc, si on peut passer à ma dernière diapositive. Donc, pour le faire, on aborde 21 thématiques qui font partie, en fait, de nos vies individuelles, mais aussi de nos vies collectives et donc qui peuvent avoir un impact sur la transition, sur la transformation de la région. Vous les voyez un peu illustrés là, dans le calendrier. Il y a la santé, le territoire, le pouvoir d'agir, la mobilité, le travail, les loisirs, les personnes aînées. Donc, tout ça, dans le fond, dans nos ateliers de dialogue, pour nos activités de dialogue, on interpelle les gens sur ces différentes questions-là pour les faire rêver sur leur idéal pour notre avenir. Donc, on croit qu'on a encore pour 2-3 ans à faire cette démarche-là. Et nécessairement, comme vous le voyez dans le modèle de mobilisation, on fait appel à des organisations qui sont en lien avec certaines populations pour réussir à entendre
toutes ces voies-là. Donc, on crée des liens avec des organisations, par exemple, qui travaillent avec des gens en situation de pauvreté ou les gens issus de la diversité sexuelle et de genre. On veut vraiment rejoindre les gens qui travaillent avec l'industrie. Donc, on n'a pas le choix de créer des liens avec les organisations pour entrer en contact avec le plus de gens possible. Donc, pour terminer, suite à cette vision-là commune qui va être rassembleuse, on va pouvoir élaborer un plan d'action pour la transition sociale et écologique de la région. Donc, une feuille de route concrète avec des objectifs qui vont être clairs, des échéanciers, des responsabilités qui vont être attribuées à certaines organisations, par exemple, à certaines institutions, des mesures spécifiques. Pour y arriver, on compte en fait vraiment sur la création des liens entre les organisations, entre les projets locaux de transition pour travailler à établir des chantiers sectoriels, donc des groupes de travail qui vont établir comment concrètement, par secteur, on va pouvoir mettre en œuvre tous les objectifs desquels on va avoir rêvé. Voilà. Excellent. Merci beaucoup, Anouk. Wow! Quel beau récit. On a beaucoup aimé la métaphore de la forêt et l'idée de la transformer, la nourrir. En parlant de forêt, on a notre forêt, un autre récit à raconter ici, et ça, c'est l'expérience de Pierre-Luc dans le cadre de Laval-Zen. Pierre-Luc, le travail que vous faites, c'est aussi incroyable. Le chantier Laval-Zen vise à mobiliser les acteurs locaux et les citoyens afin de développer un plan d'action pour atteindre la neutralité carbone, et positionner Laval comme un leader de l'action climatique. Dans votre contexte, avec les différents acteurs, quel rôle les institutions peuvent jouer dans la transition socio-écologique? Bonjour, Yorgé. Merci pour l'invitation. Merci beaucoup aussi à l'Institut Tamarack de nous avoir offert cette possibilité-là de nous exprimer. Je veux saluer aussi mes collègues du Front commun qui sont avec moi aujourd'hui. Pour répondre à ta question, en fait, c'est ça. À Laval, pour le chantier Laval-Zen, on a une situation où on fait vraiment de la concertation avec les institutions. Et les institutions sont amenées à ce moment-là à jouer 3 rôles quand même significatifs qu'on pourrait identifier comme étant l'expertise, l'influence et le leadership. Donc, c'est vraiment 3 domaines dans lesquels les institutions au niveau de la transition socio-écologique peuvent se démarquer. Pour ce qui est notamment de l'expertise, les institutions, selon leur champ d'activité, peuvent se spécialiser, en fait, ont accès à des données et ont accès à des secteurs d'activité qui sont propres à leur mission. Donc, ça, c'est vraiment un enjeu fondamental parce que ça leur permet à ce moment-là d'agir puis d'être informés sur le terrain par rapport à certains secteurs d'activité. On peut penser rapidement à des instances comme les cégeps, les universités, les chambres de commerce qui sont des endroits qui peuvent avoir accès à des ressources spécialisées sur un domaine en particulier. Donc, ça, c'est vraiment le premier rôle que les institutions peuvent jouer, c'est-à-dire d'agir en tant qu'experts, puis de témoigner, en fait, de l'expertise qu'ils peuvent avoir sur un sujet. Le deuxième aspect, en fait, quant au rôle que les institutions peuvent jouer, c'est vraiment le rôle d'influenceur. Parce que les institutions ne sont jamais isolées, puis en fait, elles vont s'inscrire dans un réseau qui est souvent beaucoup plus large. Donc, à ce moment-là, ça leur offre la capacité de venir mobiliser un réseau d'acteurs et d'actrices pour venir contribuer à ces projets-là. Encore une fois, on peut reprendre l'exemple de la Chambre de commerce dont les membres, en fait, sont les entreprises sur le territoire, mais ça peut être aussi justement les universités qui, eux, ont accès à des chaires de recherche ou une population étudiante qui pourrait se mobiliser à ce niveau-là. C'est ce qui est vraiment intéressant avec ce rôle-là des institutions de pouvoir influencer, c'est-à-dire qu'on peut, dans la démarche de transition, vraiment partir de par le haut et transmettre un message par le bas à travers les institutions. Donc voilà pour ce qui était du deuxième rôle que les institutions peuvent jouer. Puis le troisième rôle, en fait, il est un peu inhérent aux deux premiers rôles qui sont identifiés, qu'on identifie, c'est qu'ils agissent en fait comme des leaders, au sens où, d'abord, ils peuvent montrer l'exemple en adoptant des bonnes pratiques, puis en adoptant des comportements, puis en mettant sur pied des initiatives qui favorisent la transition socio-écologique.
Et d'un autre côté, les institutions ont souvent une capacité d'influence qui permettent de faire advenir des changements d'ordre structurel, donc des changements qui sont plus concrets, souvent peut-être pas aussi visibles qu'on le voudrait, mais qui ont vraiment un impact significatif sur, par exemple, les émissions de gaz à effet de serre. Donc c'est ça, ça donne une idée à ce moment-ci des rôles que les institutions peuvent jouer, soit en favorisant le partage d'expertise, en influençant des réseaux d'acteurs ou encore une fois en se positionnant comme étant des leaders. Nous, à Laval, c'est ça, la table de concertation qui a été mise en place est composée d'une dizaine d'institutions qui se réunissent mensuellement pour être capable de voir comment on peut faire avancer la transition socio-écologique sur le territoire. Je pense que je pourrais y revenir un peu plus tard, mais c'est ça, nous, peut-être pour faire un contraste avec Anouk qui vient de parler, on a vraiment cette logique-là qui est un peu plus ancrée dans le haut vers le bas, dans une logique top-down, plutôt qu'ancrée citoyenne pure et dure, même si on ne négligera pas l'aspect en fait citoyen où les gens éventuellement dans notre démarche vont être amenés à participer à l'identification des solutions et puis des pistes d'action pour faire advenir cette transition-là. Excellent. Merci beaucoup, Pierre-Luc. Je retiens beaucoup ton commentaire sur la force du réseau, le réseau amené par les institutions dans de différents contextes. Et ça me fait penser un peu aussi à notre prochaine moitié de notre webinaire et elle est sur des questions spécifiques pour chacun d'entre vous concernant le travail que vous faites dans le cadre des collectivités zen. Et cette question, elle est pour toi, Anouk, et c'est concernant l'engagement que vous faites avec votre communauté. Et nous avons déjà parlé de la valeur d'engager des conversations entre différentes réalités locales et de trouver un point de convergence pour arriver à une vision commune et accélérer la transition. Mais pourrais-tu nous parler davantage de la façon dont l'approche des collectivités zen est liée au travail que vous faites avec les communautés sur le terrain? Oui, en fait, pour répondre à cette question-là, j'avais envie de prendre un exemple qui a vraiment, une situation qui a vraiment marqué notre région. En fait, un projet important qui a marqué notre région et donc que tout le monde a pas mal dû suivre, soit le dossier du projet de l'usine de GNL, un projet américain qui cherchait à s'installer aux abords de la rivière Saguenay pour transformer du gaz qui serait venu de l'Ouest canadien par pipeline pour être liquéfié puis transporté par méga méthanier sur le fjord pour exportation. Donc, ce projet-là, en fait, même sans avoir eu lieu, au final, a eu vraiment des grands impacts dans la région. Pendant quelques années, il y a vraiment une polarisation sociale qui augmentait de façon très palpable, très tangible dans les communautés. Il y a des familles, des milieux qui ont été divisés par ce projet, par l'intention de ce projet-là. Puis après le dépôt du rapport du Bureau des audiences publiques en environnement, le BAP, le gouvernement du Québec a finalement décidé que le projet n'irait pas de l'avant. Puis ça, je pense que ça démontre qu'on n'a pas le choix, en fait, de s'adapter à tous les changements de notre époque, parce qu'en fait, peut-être que par le passé, ce projet-là aurait été jugé acceptable, mais dans les conditions actuelles, le contexte change, les réalités changent, puis ce projet-là a été refusé. Donc, on parle des changements climatiques, des dégâts environnementaux qui peuvent être causés par certaines industries, de tensions sociales, comme je le disais, autour de ce genre de projet-là, les inégalités sociales grandissantes, les défis économiques que des régions peuvent vivre, comme on peut penser là, à l'actuelle pénurie de main-d'œuvre, on doit s'adapter à tout ça. Puis au Grand Dialogue, on pense qu'on peut changer le narratif qui a fait naître, entre autres, notre région. On peut changer le cours de l'histoire. C'est pas parce qu'une région s'est développée d'une certaine manière à une certaine époque qu'on peut pas changer les choses pour le mieux, finalement. Puis on pense qu'en créant des ponts
oui, d'une part, entre des organisations, des initiatives régionales, on pourrait éviter de dépendre de ce type de projets-là qui viennent de l'extérieur, qui ont des impacts qu'on est moins à même de contrôler. Par exemple, des dégâts environnementaux dont certaines industries extractives se lavent les mains et qui viennent de l'extérieur. C'est plus difficile de pouvoir faire suite à ça. Puis, on peut penser, les gens de la région de Saguenay-Lac-Saint-Jean se connaissent, on est sûrement tous et toutes des exemples d'industries qui ont fait des mises à pied importantes dans la région. Donc, oui, on croit qu'on peut, en travaillant ensemble régionalement, améliorer les choses tant socialement qu'environnementalement. Mais pour faire ces changements-là majeurs qui s'imposent à nous, on croit qu'il est nécessaire d'opérer un réel changement d'échelle. Donc, pour faire ça, ben, c'est nécessairement avec les autres régions qu'on doit collaborer, entre municipalités, entre collectivités, entre régions. Dans notre cas présent, avec les autres collectivités zen, puis aussi avec les organisations qui agissent à l'échelle nationale autour du Front commun pour la transition énergétique. C'est vraiment des changements majeurs qu'on ne peut pas réaliser individuellement, mais non plus pas seulement localement. Puis c'est pour ça que l'exemple de GNL me venait en tête aussi, parce que ça a été, je crois que c'est un changement de mentalité aussi de société qui a mené au refus d'un projet comme celui-là. Tout à fait, oui. Merci beaucoup, Anouk. Donc, on parle beaucoup de créer des ponts et travailler ensemble. C'est changer l'échelle dans laquelle on travaille, si on va arriver à faire ces grands changements systémiques. J'imagine que dans ce contexte, c'est des fois assez compliqué. Il pourrait y avoir des tensions. Donc, ma prochaine question est pour toi, Pierre-Luc. Dans ton contexte de travail aussi, comme tu as mentionné, dans plusieurs institutions, organismes à Laval, et chacun de ces institutions collabore dans différents domaines, avec de différents mandats. Donc, alors que vous vous engagez avec des partenaires locaux, quels sont les enjeux liés à la concertation de ces partenaires? Oui, ben, tu sais, comme je le mentionnais tantôt, le fait de travailler avec les institutions, ça vient avec des avantages qui sont significatifs, qu'on ne peut pas négliger. Mais de l'autre côté, il y a effectivement des enjeux là, liés à la concertation des institutions. La première, c'est la question de la disponibilité des acteurs. Il ne faut pas se le cacher. Les institutions, ce sont des acteurs, des actrices qui sont extrêmement sollicités de toutes parts. Donc, d'être capable de dégager du temps pour pouvoir s'asseoir mensuellement avec eux, puis établir des plans d'action, puis établir des démarches, c'est quand même quelque chose qui demande beaucoup de doigté puis être capable de trouver du temps pour ça. Il y a aussi la contrainte, en fait, qui est liée aux différentes missions des institutions. Tantôt, j'en parlais, là, chaque institution est toujours un peu ancrée dans une spécialité, donc elle agit sur un certain champ d'activité par rapport à sa mission. Si ça permet, comme je mentionnais, d'avoir une certaine expertise, ça fait en sorte aussi que la capacité d'action des institutions est souvent contrainte par ces mêmes missions-là. C'est-à-dire que souvent, une institution n'osera pas aller plus loin que ce à quoi elle doit être assujettie là, pour justement ne pas déborder le cadre de sa mission puis rester dans le cadre de ses activités là, comme elles sont reconnues. L'autre enjeu aussi, c'est que quand on fait affaire avec des institutions, souvent les institutions sont très vastes. Là. Je vais donner un exemple comme les centres de services scolaires qui regroupent souvent des dizaines d'écoles différentes, puis des acteurs, des acteurs professionnels souvent à différents niveaux. Donc là, à ce moment-là, quand on prend un acteur comme ça qui est aussi diversifié, qui couvre aussi large, bien, il y a la question de prendre en compte en fait les démarches qui sont déjà existantes
qui sont déjà existantes au sein de ces institutions-là. Fait que ça, il y a vraiment un travail à faire en amont d'identifier les démarches qui sont déjà faites au préalable par les institutions. Je peux donner un autre exemple aussi, celui des municipalités. Je vais donner l'exemple en fait, une municipalité souvent va faire un plan d'action pour la lutte au changement climatique, mais on ne peut pas arriver en tant que démarche de transition socio-écologique et faire abstraction du travail qui est déjà fait par l'administration municipale dans cette voie-là. Donc, il y a vraiment, comme je disais, une importance ici qui doit vraiment être mise quand on travaille avec les institutions, d'abord d'identifier ce que les institutions elles-mêmes font déjà pour essayer d'atteindre notre objectif qui était ici la transition socio-écologique et la carboneutralité. Puis enfin, là, je terminerai en fait en mentionnant qu'une des tensions qui peut souvent apparaître aussi, c'est que dans la mesure où justement les institutions sont ancrées dans des domaines d'activité qui sont variés, bien, il y a toujours la question de la diversité des intérêts qui sont en cours. Tu sais, on mentionnait tantôt, mais tu sais, il y a certaines institutions qui ont un bassin de membres qui doivent répondre à ces membres-là. Donc, il y a toute la question de on veut participer à la démarche, mais en même temps, on veut satisfaire nos membres. Puis ça, en fait, je pense que c'est visible dans toutes les formes d'institutions qu'on retrouve. Là. Puis je pense que, je parle ici dans l'expérience lavalloise, mais je pense que c'est valide, en fait, là, dans la plupart des cadres qu'on peut retrouver au Québec. Donc, voilà, il y a vraiment cette question-là de dire, il y a une diversité souvent des intérêts et des objectifs. Jusqu'à quel degré on va pousser cet objectif-là? Jusqu'à quel point on veut s'engager. Donc, il y a vraiment ici là, une diversité des intérêts, des capacités à agir, puis des champs de compétences qui parfois peuvent rentrer en conflit parce qu'on va avoir des degrés d'implication qui peuvent vraiment être différents au sein même là, d'une instance de concertation. Excellent. Merci beaucoup, Pierre-Luc. C'est très clair les différents défis que tu viens d'avoir partagés avec nous. Et c'est sûr que on va trouver des points communs aussi avec des similarités dans d'autres contextes à l'échelle du Québec, mais aussi, ça ne m'étonnerait pas que ça se passe aussi dans le reste du Canada. Anouk, Pierre-Luc, merci d'avoir partagé vos réflexions concernant votre propre expérience avec votre communauté. Carole, notre dernière question elle est pour toi. Et elle est sur le travail des collectivités zen vers l'avenir. On a partagé déjà quelques réflexions sur le caractère unique des collectivités zen en tant que modèle pour faire avancer les transitions socio-écologiques et le rôle du Front commun dans le soutien à ce travail. Quelles sont les possibilités que collectivités zen pourraient explorer dans l'avenir pour continuer à approfondir ce travail? Merci, c'est une très grande question. Je vais devoir me limiter vraiment. En fait, le projet Collectivité Zen, c'est un projet qui est très jeune. Hein. Les 4 premiers chantiers ont été lancés officiellement en mai dernier. On pourrait dire qu'on est dans la recherche-action. En fait, ce qu'on fait, c'est de la recherche-action et on est au début de cette démarche-là. Le but ultime des chantiers de collectivité zen, c'est de changer les normes sociales dans les territoires participants. C'est qu'éventuellement, ces territoires-là amènent des choses qui vont faire boule de neige partout, au Québec et peut-être ailleurs, qui sait. Mais ça ne se fera pas du jour au lendemain, ça on le sait. Et presque tout reste à définir dans la mesure où on est en co-construction, où on n'a pas essayé de bâtir un modèle puis de dire rentrer dans le moule. Au contraire, on veut tout co-construire. Toutes les questions sont sur la table. L'une d'elles, je disais que les chantiers ont des personnalités différentes et les collectivités des dynamiques différentes. Bien, je pense que vous en avez deux exemples, pas mal nos extrêmes avec le chantier du Saguenay-Lac-Saint-Jean et Laval, mais les autres sont différents aussi. Donc, c'est une des premières avenues qu'il va falloir explorer. Est-ce qu'il y a un modèle qui est meilleur que l'autre? Est-ce qu'il faut vraiment entrer dans l'unicité à chaque fois? Est-ce qu'il faut tout réinventer chaque fois ou est-ce qu'on peut tirer des enseignements puis lesquels? Une autre question, puis là, je vais les énumérer, il y en a, c'est la structure. Actuellement, les chantiers sont des coalitions souples qui grandissent de façon organique. Est-ce qu'ils doivent s'institutionnaliser? Est-ce qu'ils ont plus à gagner, plus à perdre? La question est posée, puis c'est peut-être pas la même réponse partout.
une autre dimension, une autre possibilité à explorer, c'est le parcours des chantiers. On a commencé à réfléchir, est-ce qu'il y a une trajectoire que des chantiers pourraient suivre et qui sera optimale, ou encore là, est-ce qu'il faut partir d'une page blanche à chaque fois? Est-ce qu'on peut tirer des enseignements de ce qui se fait actuellement? L'autre, Pierre-Luc l'a évoqué, c'est comment on fait pour allier des acteurs diversifiés, puis il faut bien dire des acteurs dont les intérêts sont parfois opposés. Hein. Donc, est-ce qu'il y a des approches gagnantes? Sur ce front-là, il y en a des approches gagnantes, assurément, mais lesquelles, puis comment on peut encore là faire du transfert d'acquis. Quand on apprend des choses, comment on fait pour le transférer et l'utiliser ailleurs? Comment les chantiers zen peuvent contribuer à faire vivre la démocratie participative. C'est au cœur vraiment de tous nos questionnements. Et il y a des chantiers qui travaillent avec des chercheurs universitaires ou même des chercheurs universitaires qui sont dans au moins un chantier qui travaillent beaucoup ces dimensions-là. Et le dernier que je vais nommer encore comme exemple, mais qui est vraiment important, c'est le financement. Il faut financer les chantiers de transition. C'est un défi en soi parce que ce n'est pas une petite affaire. Hein, je pense que vous l'avez vu. Mais il faut financer la transition elle-même. Après, il faut changer, il faut transformer les territoires, il faut transformer le tissu économique des territoires. Si on veut que les territoires, que les collectivités s'approprient leur économie, s'approprient leur façon de faire, il faut que nos leviers collectifs de placement aillent vers ce genre d'initiative-là et non pas vers ce qui nous détruit. Comment on fait ce transfert-là? Donc, c'est ça, je pourrais continuer bien longtemps, mais je vais laisser de la place pour les questions des participantes et participants. Merci. Excellent. Merci beaucoup, Carole. Comme tu as mentionné, on va passer maintenant à notre période de questions-réponses. Donc, je me demande s'il y a des questions de participants. On va regarder ici. Oui, on a deux questions. On a une question de Rita Jane. Comment mieux travailler avec la municipalité? C'est qui aimerait répondre à cette question? OK, Pierre-Luc. Moi, je peux y aller pour le travail avec la municipalité. Je pense que d'abord, il n'y a pas de recette miracle. Je pense que ça dépend beaucoup. La municipalité, il ne faut pas oublier, oui, c'est une institution, mais c'est aussi une instance politique. Il y a des enjeux, liés à ça qui sont vraiment changeants d'un endroit à l'autre. Mais je pense que ce qui est intéressant, c'est de cibler les bonnes personnes, en fait, pour travailler avec la municipalité. Puis je ne parle pas ici nécessairement d'aborder le maire ou d'aborder les conseillers, les conseillères, mais souvent, les municipalités, surtout quand elles vont grandir en taille, vont avoir différents départements, vont avoir des services, que ce soit l'urbanisme, l'environnement. Puis je pense que de contacter ces gens-là, c'est d'abord une excellente porte d'entrée pour dire, nous, on aimerait ça faire ce genre de projet-là. Comment c'est possible de manifester ce projet-là à travers la municipalité, comment la municipalité peut nous aider. Puis je crois qu'en faisant ça, plutôt que de juste débarquer au conseil municipal puis de parler du projet, d'un, ça permet de créer des liens et ça permet déjà de faire entrer l'idée à l'intérieur de l'appareil municipal. Donc, ça permet déjà de semer certaines graines pour peut-être éventuellement voir éclore le projet. Je pense que ça pourrait être une idée dans la collaboration avec les municipalités, d'identifier vraiment les services qui sont pertinents pour les projets qu'on veut mettre en œuvre, puis après ça, voir ce qu'on peut faire avec ça. Excellent. Merci beaucoup, Pierre-Luc. Oui, Carole? J'ai envie d'ajouter quelque chose. Je vais revenir à la courbe de Rogers qu'Anouk nous a montrée. On peut voir au Québec et ailleurs au Canada, j'imagine partout, que certains élus municipaux et même appareils municipaux peuvent être dans les adopteurs précoces, peuvent être très, très ouverts et ont envie en fait, peuvent être ravis qu'il y a un mouvement citoyen qui vienne appuyer leur vision des choses et tout. Et il peut y en avoir sur toute la courbe, y compris à la fin. Et pour moi, une dimension importante du projet Collectivité Zen, on adhère vraiment à cette vision qu'Anouk a montrée, c'est de ne pas entrer dans la polarisation, c'est de ne pas
Et on ne dit pas que ce n'est pas bon, hein, on ne dit pas que d'autres acteurs ne doivent pas faire de la revendication ou de la résistance par rapport à des politiques municipales qui peuvent être néfastes des fois. Mais dans le cadre du projet Collectivité Zen, on ne veut pas créer à l'échelle des territoires des dynamiques d'opposition. On veut au contraire créer des dynamiques de construction. Donc, l'intention, idéalement, c'est de travailler avec les élus municipaux qui sont vraiment partie prenante dès le début. Et les autres, ben, attendent que le mouvement social soit assez fort pour qu'ils se rallient, mais non pas les affronter dans cette optique-là. Merci, Carole. Je peux peut-être aller d'un petit complément rapide, faire du pouce sur ce que Carole vient de dire. Par exemple, nous, comme j'expliquais, on y va avec l'approche des personnes. Donc, chaque personne peut porter différents chapeaux. Puis, par exemple, dans notre branche politique, ben, on a des conseillers, conseillères municipales, on a même un représentant au provincial, on a des citoyens, citoyennes interpellés par la question politique, puis on a aussi des personnes qui étaient candidates aux dernières élections municipales. Donc, pour nous, c'est ça. Tout le monde est bienvenu à venir contribuer au grand dialogue en tant qu'individu, mais avec leur bagage qui peut être, par exemple, celui d'un élu municipal. Puis effectivement, nous, ce qu'on croit, c'est que en ralliant de plus en plus les gens déjà qui sont plus proches de l'idée de la nécessaire transition, ben, à un moment donné, il y a un virage, un changement de mentalité qui s'opère, puis ben, nécessairement, si une majorité de la population joint le mouvement et se sent représentée dans cette construction-là d'une vision commune, ben, les élus seront rejoints, embarqueront probablement dans le train également. Bref, c'est ce qu'on envisage. Merci à vous trois. On va passer à la prochaine question. Wow, on a des questions, on a quelques questions. Ouais. Cette question vient de Marlise Trujillo. Bonjour, quelles sont les étapes à suivre pour devenir une collectivité zen? Je peux peut-être répondre? Oui. Ben, écoutez, c'est un processus qui est très souple, qui est très organique, comme je disais tout à l'heure. Mais le premier ingrédient, c'est qu'il y ait un porteur. Et un porteur, un ou des coporteurs, idéalement, c'est encore mieux. Un porteur, c'est une organisation, normalement. Ce n'est pas des individus isolés. C'est une organisation quelconque qui peut être bien des choses. Là. En général, je vous le dis, c'est plutôt des groupes citoyens qui lèvent la main le premier parce que les groupes citoyens ont la souplesse et l'ambition et la témérité de se lancer dans des choses comme ça. Mais ça pourrait être une unité syndicale, ça pourrait être une école, ça pourrait être bien des choses. Là. Un groupe social bien ancré dans sa collectivité, bien déterminé et qui sait dans quoi il s'embarque, lève la main et dit, moi, je pense qu'on pourrait monter une organisation, monter un chantier à telle échelle. Et ça, c'est drôle parce qu'il n'y a jamais de discussion sur les échelles. Hein. Ils savent, les gens, où ils veulent travailler. Des fois, c'est vraiment, comme je vous dis, un arrondissement. Il y en a un qui est assez unique dans ceux qui s'en viennent, c'est 2 MRC. Côte à côte, qui longent le Saint-Laurent. Elles ont une parenté de culture et de tout, donc 2 MRC. Et après, on travaille ensemble pour vérifier les affinités et la place dans la séquence. Là, pour l'instant, nos 4 de l'année 2 sont en voie de développement. Donc, il y a des places pour l'année 3. Donc, c'est tout simplement comme ça que ça se passe. Excellent. Merci beaucoup, Carole. Donc, est-ce que ça vous va si on passe à la prochaine question? Oui, super. C'est une question de Rita, encore une fois, Rita Jane. D'où vient le financement? J'imagine le financement pour le projet Collectivité Zen. Oui. Oui, le financement,
j'imagine qu'il y a bien des gens qui sont familiers avec le financement parmi les gens qui participent aujourd'hui. Ça a commencé avec une aide ponctuelle et modeste, mais tellement indispensable de la Caisse d'économie solidaire. C'est eux qui nous ont appuyés au tout début. Et après coup, on a eu du financement de fondations, la Fondation Beati, entre autres, qui était très sensible à la dimension sociale de ce qu'on fait. Et graduellement, on est allé vers d'autres fondations. Il y a maintenant, je ne voudrais pas en oublier, là, mais il y a la Fondation McConnell qui nous appuie, la Fondation familiale Trottier et principalement la Fondation Lucie et André Chagnon qui nous appuient. On a aussi une subvention salariale, par exemple, qui vient du gouvernement du Canada, des choses comme ça, là. Mais essentiellement, c'est l'origine de notre financement pour l'instant. Mais je dois vous dire qu'il a fallu aller très loin dans le projet avant que des financements sérieux se déclenchent. Donc, c'est normal. Les gens ne veulent pas investir dans de l'air, si on peut dire, mais ça a été porté beaucoup, beaucoup, beaucoup par, on dit le bénévolat et le volontariat, parce que des fois, des gens ne sont pas nécessairement bénévoles, mais sont délégués par leur organisation et des gens bénévoles aussi. Excellent. Ouais. Pardon, Carole, est-ce que tu voulais dire d'autres choses? Non, c'est tout. Pardon, merci. On a une question aussi qui vient de Michael. Ça c'est dans notre boîte dialogue. J'imagine que l'action climatique n'est pas un sujet très important, très prioritaire pour la collecte des fonds. Étant donné que les résultats de l'action n'est pas vu facilement, quelles sont vos stratégies dans la collecte des fonds? Écoutez, c'est une grande question, mais je vais ajouter quelque chose. Je me rends compte que j'ai oublié un volet qui n'est pas du financement direct, mais qui a des groupes de recherche universitaires qui vont chercher du financement pour notre projet. Et ça, c'est extraordinaire. Là. Il y a les chemins de transition de l'Université de Montréal. Il y a, je ne sais pas jusqu'à quel point je peux être explicite, là, mais au Grand Dialogue, il y a des financements universitaires aussi qui contribuent, etc. Il y en a d'autres qui sont en marche. Donc, et ça, ce n'est pas du tout inimaginable parce qu'on se veut vraiment une coalition. Donc, et il y a d'autres demandes qui ont été faites aussi par des ONG même pour remplir un volet de notre mission. Donc, ce n'est pas nécessairement de l'argent qui est comptabilisé au Front commun, mais c'est des ressources qui sont mises au niveau du Front commun. Pour répondre à la question plus précise qui vient d'être posée, je vous dirais que c'est beaucoup plus, au niveau des fondations, c'est beaucoup plus, la transition socio-écologique a vraiment monté parmi les priorités. Je dirais que la lutte au changement climatique, bête et méchante, là, si je peux dire, dans le sens de revendication et de structuration du mouvement et tout, ça, c'est beaucoup plus difficile, selon mon expérience, mais ça commence quand même à changer de ce côté-là. Mais pour ce qui est de l'approche qu'on préconise, les organismes subventionnaires sont très sensibles au fait que c'est une démarche qui vise à la fois la justice sociale, à la fois la prévention. Si je peux exprimer ça comme ça, la prévention de la misère chez les plus vulnérables qui vont être les plus frappés par le réchauffement climatique. Alors, il y a des changements importants de ce côté-là. Et notre stratégie, c'est de se présenter un peu comme je nous ai présenté et Anouk et Pierre-Luc se sont présentés ce matin. Je ne sais pas si vous avez des choses à ajouter, Pierre-Luc et Anouk, vous avez aussi des expériences, rien que ça? Okay. Excellent. Merci beaucoup, Carole. Écoutez, je suis conscient du temps. Il nous reste 1 minute avant de passer à la clôture. Donc, j'ai quand même enregistré les questions qui restent et on peut les partager avec vous si ça vous va, et pour faire un suivi. On dirait rapidement, avez-vous quelque chose à partager concernant les stratégies pour rejoindre les groupes et les personnes les plus vulnérables au changement climatique?
on y travaille très fort. C'est pas facile parce que ces groupes et les gens qui travaillent pour être en soutien de ces groupes sont extrêmement occupés et débordés, spécialement en contexte de pandémie. Donc, honnêtement, ce n'est pas facile. On a créé des postes. C'est tout récent, hein, qu'on ait un financement significatif, ça ne date pas de longtemps, là. Donc, on est vraiment en structuration. On a créé des postes spécialement pour rejoindre ces clientèles-là. C'est en train de se faire. Notre vision, c'est de faire une place et de cheminer, de faire une place pour ces voix-là et de cheminer avec elles, avec le temps, finalement, d'intégrer, non pas d'aller chercher a posteriori, mais d'intégrer les voix qui nous apportent ces dimensions-là à la conception même de ce qu'on fait. Je peux peut-être, Jorge, rapidement compléter. Au Grand Dialogue, on a un projet, je l'ai nommé subtilement tantôt, le projet Entendre toutes les voix, qui vise justement, bon, peut-être pas la vulnérabilité spécifique au changement climatique, quoique les vulnérabilités sont souvent liées entre elles, là, mais dans le fond, comme je l'expliquais rapidement, on vise à rejoindre des organisations qui travaillent déjà avec les populations vulnérables, donc qui ont l'habitude, soit en leur rendant des services, soit parce que c'est leurs membres. Et donc, on essaie de rencontrer à des moments où ces personnes-là sont disponibles pour nous recevoir et qu'on leur explique le projet, de voir parfois même à la suite des formations pour savoir de quelle manière aborder ces personnes-là qui ont certaines vulnérabilités ou certaines particularités dans la diversité. Puis, ce qu'on peut faire aussi, c'est se joindre spécifiquement à une activité qui a déjà lieu, là, par exemple, une assemblée ou un après-midi de partager une pointe de pizza dans un contexte où des gens se réunissent déjà, par exemple, donc pour leur présenter, pour faire une activité de dialogue qui va être sur un ton qui représente ces personnes-là, où les personnes vont être à l'aise, en fait, plutôt, vont se sentir en sécurité aussi d'échanger, puis que ça va devenir une activité qui va être positive, faire vivre un moment agréable, parce qu'on n'y va pas de l'angle des problèmes, mais vraiment de l'angle de à quoi les personnes rêvent. Donc qu'est-ce qu'elles veulent pour elles, pour leur communauté, pour leurs proches. Donc, on essaie vraiment de trouver des façons de s'adapter tant dans le temps que dans l'approche, pour entendre toutes les voix. Excellent. Merci beaucoup, Anouk. Oui, Pierre-Luc. Oui, si je peux me permettre, en fait, là, de peut-être voler le mot de la fin comme ça, je répondrais peut-être à une autre question qui était posée là, dans la boîte, la question de la pérennisation. En fait, comment on fait pour faire en sorte que les démarches deviennent pérennes et tout, puis qu'elles durent dans le temps? Je pense qu'un truc qui est fondamental et qu'à de diverses façons, toutes les démarches du Front commun le font, mais c'est vraiment d'impliquer les acteurs et les actrices, peu importe le niveau, de ne pas juste en faire des participants, des participantes qui sont passifs face à la démarche, mais vraiment de les inclure dans le processus, de dire on a une démarche à construire, qu'est-ce que vous voulez comme démarche? Fait que ce soit avec des institutions, que ce soit avec des groupes citoyens, des groupes écologistes, c'est vraiment important, ça, je pense, pour que la démarche devienne pérenne, que ces gens-là, à tous les niveaux, s'approprient la démarche, en fait. Donc, si j'avais un seul conseil à donner, ce serait celui-là. Excellent. Merci beaucoup, Pierre-Luc. Merci beaucoup encore une fois à vous trois. Et je suis conscient du temps, donc je souhaite seulement vous remercier pour votre réflexion aujourd'hui et merci aussi aux membres de notre communauté qui ont participé avec nous pendant notre webinaire. Pour la suite des choses, on va partager avec vous un courriel de suivi avec les enregistrements du webinaire ainsi que des ressources pour vous accompagner dans votre démarche d'apprentissage. Mes collègues ont déjà partagé des liens vers des articles de webinaires à venir et on pense que ça va être très utile pour vous aider dans votre démarche. Ouais. Si vous avez des questions, commentaires ou des réactions à propos de ce webinaire, s'il vous plaît, n'hésitez pas à me contacter. C'est Jorge, Jorge, @ tamaracommunity.ca.
On a inclus déjà les liens, les courriels électroniques là dans les boîtes de dialogue. Et finalement, merci de nous accompagner dans notre démarche d'apprentissage aujourd'hui et on vous souhaite une excellente fin de journée. À la prochaine.